David Thompson, journaliste faisant autorité en matière de djihadisme, prix Albert Londres 2017, écrivait il y a peu que la France est le pays occidental le plus menacé, le plus ciblé et le plus touché par le djihadisme, à la fois par l'État islamique, mais aussi par Al-Qaïda, qui est loin d'avoir dit son dernier mot. Depuis 2012, les attentats en France ont fait près de 250 personnes décédées et plus un millier d'autres qui porteront sans doute à jamais les stigmates de ces attentats. La lutte contre le terrorisme, elle se doit donc d'être inflexible, mais elle se heurte à une complexité. Le caractère protéiforme, malgré quelques caractéristiques communes, du profil des terroristes. Alors, face à cette complexité, de nombreuses voix opposent pourtant un simplisme déroutant. Ce phénomène a été décrit par plusieurs personnes. J'ai choisi ici de citer les lignes écrites par une journaliste qui s'appelle Noémie Alioua et qui nous écrit « Les tueurs qui passent à l'acte deviennent des déséquilibrés dans la vulgate journalistique, comme si subitement la France était devenue un pays de fous. » Comment expliquer ce simplisme? D'abord, sans doute par une inclination humaine. Le sociologue Gérald Bronner, qui a beaucoup travaillé sur la question de la pensée extrême, nous propose une explication. Selon lui, l'idée que la pensée extrême caractériserait un esprit dérangé est une idée séduisante parce qu'elle nous permet d'ériger une zone d'étanchéité entre des actes que nous détestons et nous-mêmes. Cette inclination, elle est aussi, il faut le dire, encouragée parfois par le politique et les médias. Et certains ont pu le dénoncer avec vigueur et talent, et parmi ces personnes, vous en entendrez quelques-unes ce matin. David Thompson, lui aussi, l'a souligné. Il a écrit que cette psychiatrisation, elle permet aux autorités de nier la rationalité de l'engagement individualiste politique et religieux qui constitue une réalité plus dérangeante à admettre politiquement. Et c'est ainsi qu'à l'automne dernier, on a vu un ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, expliquer très sérieusement vouloir venir à bout des attentats en mobilisant les hôpitaux psychiatriques pour identifier les individus radicalisés. Il a expliqué aussi que près du tiers des personnes qui étaient signalées dans le FSPRT, vous savez, ce fichier des signalements pour la prévention et la radicalisation, qu'un tiers de ces personnes présentaient des troubles psychologiques. Alors ces propos en ont laissé plus d'un circonspect, mais ils nous conduisent quand même à cette question, est-ce que les terroristes de Daesh sont tous ou en majorité des déséquilibrés? Eh bien, s'il existe quelques cas avérés de personnes véritablement déséquilibrées, au sens où elles souffrent de pathologies psychiatriques aliénantes, la plupart des profils étudiés laissent plutôt deviner des personnes au discernement intact et donc pénalement responsables. Des personnes souffrant néanmoins souvent de troubles de la personnalité. Alors, vous l'avez compris, c'est complexe. Comment démêler le vrai du faux? Comment mieux connaître celui qui devrait être jugé, parfois pour des actes d'une gravité extrême? Comment appréhender, sans se laisser abuser par des stratégies de dissimulation telles que la taquilla, l'examen de ces terroristes? Comment apprécier leur responsabilité ou leur irresponsabilité pénale? Comment mesurer leur dangerosité et surtout leur risque de récidive? Et une fois que ces questions seront satisfaites, comment faut-il les juger? Quelle place faut-il réserver aux victimes? Quelle peine faut-il prononcer? Quelle modalité d'exécution de ces peines faut-il privilégier? C'est pour tenter de répondre à toutes ces questions que nous avons organisé cette matinée de travail autour de 2 tables rondes. Et comme vous le verrez, il sera beaucoup question ce matin de radicalisation. Par radicalisation, Khosrow Kovar, un autre auteur qui fait autorité, désigne le processus par lequel un individu ou un groupe adopte une forme violente d'action directement liée à une idéologie extrémiste à contenu politique, social ou religieux qui conteste l'ordre établi sur le plan politique, social ou culturel. Cette notion de radicalisation, Khosrow Kovar nous dit également qu'elle a des affinités électives avec celle de terrorisme, mais elle s'en distingue par le fait qu'on se focalise sur les acteurs et les modalités de leur adhésion à l'action violente, sur leur motivation, bref, sur la dimension subjective de leur action. La première table ronde s'intéressera donc au fait de savoir comment la psychiatrie appréhende la radicalisation. Pour ce faire, 4 intervenants, dont 3 psychiatres français et étrangers, nous feront l'honneur d'examiner notamment les difficultés suscitées par l'expertise psychiatrique des radicalisés. Ils nous raconteront le quotidien de ceux identifiés comme dangereux et malades, qui sont placés en unité pour malades difficiles, et le quotidien de ceux qui, radicalisés également, mais sous les écrans radars, poursuivent leur vie ordinaire. La seconde table ronde s'intéressera quant à elle au fait de savoir comment la justice appréhende à son tour cette radicalisation.
Nous nous appuierons pour ce faire sur les regards aiguisés d'un magistrat porté aux plus hautes responsabilités du parquet de la Cour d'appel de Paris lors des attentats de Charlie Hebdo et d'Hyper Cacher, et d'un avocat que vous connaissez tous bien, qui défend notamment aujourd'hui les victimes de deux affaires aussi terrifiantes qu'emblématiques, Muriel Knoll et Sarah Halimi. Mais avant d'ouvrir la première table ronde, il est essentiel, pour éclairer nos travaux et en mesurer toute la portée, de s'interroger sur l'état des lieux du terrorisme en France. Mon confrère Thibault de Montbrial du barreau de Paris, que vous connaissez tous également ici très bien, qui est président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure et membre du conseil scientifique de l'École de guerre, a accepté de nous faire l'honneur de dresser pour nous cet état des lieux. Il est donc temps pour moi de lui céder la parole. Je vous remercie.